documentaire d'hier. C'est-à-dire que, et peut-être en revenant d'une certaine manière, de façon un peu cyclique, au début de la conversation, ce que j'ai trouvé extrêmement instructif et vraiment que j'avais jamais vraiment pris conscience de ça en écoutant les différents certains moments du documentaire d'hier soir, c'est que on a des individus qui vivent dans la guerre, qui sont au milieu de la guerre des bombes depuis très longtemps, comme ça a été rappelé tout à l'heure, et pas seulement depuis naturellement le 7 octobre. Le 7 octobre a été une rupture évidente dans cette guerre. Et c'est intéressant de voir que le documentaire évoque les deux grandes passions humaines qui sont à l'œuvre depuis le 7 octobre, même si on peut les identifier avant. Dans le cas d'Israël, la peur, et dans le cas, la peur de disparaître, ce qui doit être, de mon point de vue, vraiment pris au sérieux comme quelque chose d'existentiel et d'important. Et puis de l'autre côté, les Palestiniens, la colère d'avoir été dépossédés au fond de leur terre, ou en tout cas que la promesse n'a pas été tenue, la promesse de création d'un État. Mais quand bien même ces passions dévorent au fond ces sociétés, les individus que nous avons vus dans le documentaire, au fond, partent de la guerre, non pas pour entretenir la guerre, on le voit notamment, je me souviens plus de son nom, de celui qui était dans l'intifada de 87, et qui dit qu'il était là à jeter des pierres, il ne savait pas trop pourquoi, mais il jetait des pierres, et qu'il a compris au fur et à mesure que de cette guerre, il pouvait en ressortir non pas une guerre continuée, mais la paix. C'est-à-dire que là, on a une définition de la paix, alors qui certes n'est pas complètement satisfaisante si on a une vision strictement pacifiste, mais qui en l'espèce, par rapport aux surmesures, que vous verrez ce soir dans le documentaire, par rapport au conflit malien, l'idée que chaque conflit est différent, chaque conflit a son histoire, mais on ressort une définition de la paix où, au fond, la paix est d'une certaine manière la résultante du conflit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre indéfiniment en guerre, ce n'est pas soutenable à tous égards de vivre dans des conflits qui ne se terminent pas, et qu'à un moment donné, il faut une volonté politique, sociale, consistant à dire, eh bien, la paix, c'est le fait de décider que la guerre ne peut pas continuer. Ça, j'ai trouvé que c'était très fort dans les différents témoignages, aussi bien de tous les protagonistes qui avaient ça en commun, quand bien même leur histoire personnelle, leur itinéraire était très, très différent. Et de ce point de vue, c'est pas seulement un espoir, c'est extrêmement réaliste en fait. C'est ça qui nous frappe en réalité dans notre conversation, c'est que le réalisme n'est pas, dans la théorie des relations internationales, le réalisme en fait c'est une théorie qui est dite statocentrée, c'est-à-dire que ce sont des États qui défendent leur intérêt national, définis en termes de puissance. Et ça, au fond, c'est un peu à l'origine de notre système des États qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et en fait, le réalisme, il n'est pas du côté des États aujourd'hui, il n'est pas du tout du côté des Nations Unies qui sont un peu déconnectés, au fond, des problèmes concrets, il est du côté des acteurs. C'est ça que j'ai trouvé très fort dans les deux documentaires, d'ailleurs. Donc on a peut-être une réponse à la question qu'on s'est posée au départ. Comment défendre la paix mondiale aujourd'hui ? Il faudrait démocratiser les Nations Unies de manière à ce que ce soit plus la raison d'État, mais la sagesse des peuples qui mettent en œuvre une mission de maintien de la paix, de rétablissement de la paix. Il me reste à remercier les intervenants pour vos contributions et le public pour votre attention et vos questions. Ouais, il y a encore des questions. On va prendre deux dernières questions et ensuite on enchaîne sur notre débat sur la cohabitation avec le Liban. Moi j'ai une question un peu étrange parce que du coup depuis tout à l'heure on parle de cette notion de paix, de guerre interminable et un peu moyenne, de guerre un peu mi-passive avec peu de morts. Et finalement, du coup, qui dit peu de morts, dit peut-être un peu moins de souffrance que dans une guerre totale et ultra violente comme celle, comme les guerres mondiales.
Et moi, aujourd'hui, dans cette situation, surtout en tant que jeune garçon, j'ai cette vision de me dire que la paix et aussi la redéfinition de la paix ne se fera que par une explosion de tout ce système et de tout ce qui se passe autour de nous. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui les conflits durent aussi longtemps, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas si impactants que ça. Et j'ai l'impression que ça doit passer par quelque chose d'extrême et en fait finalement de choquant pour qu'on puisse repenser les différentes influences les différentes influences mondiales. C'est-à-dire que comment on va pouvoir créer une paix globale quand on sait qu'il y a 7 pays dans le monde, si je ne dis pas de bêtises, qui ont la bombe atomique. Ça veut dire qu'il y aura toujours des dominants, qui disent des dominants, disent des dominés. Comment on peut entre guillemets donner du pouvoir à tout le monde pour créer une paix globale et qui ne soit pas maintenue par des grosses puissances, quoi. C'est peut-être pas très clair. On va finir sur cette dernière question. Comment éviter l'explosion, en gros? Comment éviter l'explosion? Alors, effectivement, il y a Deleuze qui dit parfois il y a des générations qui traversent des périodes noires et d'autres qui ont la chance de traverser des périodes plus stables et colorées. Et c'est terrible pour ceux qui sont dans cette période noire. Je ne sais pas si on est période noire, et puis on connaît dans nos proches des gens qui ont vraiment traversé des périodes très très dures. Et peut-être que nous encore, en tout cas en Europe, on est totalement privilégiés par rapport à ça. Moi je pense que, parce que vous êtes jeune et vous vous dites qu'est-ce que je fais moi là-dedans, je ne sais pas quelle est la solution technico-politique qui pourrait permettre d'arriver avec une paix globale. En tout cas, je pense que par rapport à ça, c'est vous, en tant que jeune, c'est comment vous allez finalement en faire un travail existentiel. Moi, par exemple, je me suis intéressé à ces questions-là à peu près concomitamment où je me suis engagé dans l'humanitaire. Et quand je me suis engagé dans l'humanitaire, je savais bien que je n'allais pas sauver le monde. Hein. J'étais pas naïf. En revanche, ce qui m'intéressait beaucoup là-dedans, c'était finalement l'histoire de Solferino, c'était que même quand on est dans des États où le droit semble ne plus exister, où a priori la guerre fait que toute règle n'est plus possible, malgré tout, vous pouvez là-dedans tenter de revendiquer du droit. Et c'est ça le mouvement humanitaire. C'est lorsque tout droit semble impossible, malgré tout essayer d'en imposer. C'est comme ça qu'est née la Croix-Rouge et tout ce que vous savez. Et je pense que ça va être ça, en fait, votre rendez-vous. C'est que la solution, vous l'avez bien vu, on ne l'a pas. En revanche, d'y travailler et d'inventer des nouveaux modèles, ça, par contre, on peut le faire. Et d'avoir cette ambition politique, ça peut constituer un projet de vie, quand même. Merci à tous. Je pense que cet appel à revendiquer la possibilité du droit me semble une belle manière de terminer. Ça m'adresse à la jeunesse, puisque la paix mondiale est désormais entre vos mains. Merci à tous.